Salut Michel. Salut Louis. Alors, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. C'est marrant, c'est le premier épisode qu'on enregistre en face à face. C'est vrai, parce que depuis le début, on enregistrait dans 2 pays différents, sauf que maintenant, t'as pu rentrer en France. Donc... Voilà, c'est le grand retour au Bercail. C'est ça, et donc on en profite pour faire notre premier épisode en presque live, en tout cas en one-shot, en face à face. Qu'est-ce qu'on boit ? On boit exactement la même chose, c'est-à-dire des Grimbergen blondes. Ouais, une petite bière d'Abbaye du Nord, produite en masse, mais qui est pas mal du tout. À ta santé. À ta santé. Chin. D'ailleurs, pourquoi on avait choisi cette bière ? La Grimbergen ? Ouais. Parce que c'est bon. Ok. Et on ne boit pas d'alcool avant l'âge légal. Exactement. Alors, du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va parler de la Dupris. Et pourquoi on va parler de la Dupris ? Parce qu'on est au mois d'avril, et que le mois d'avril commence avec quoi ? Avec le 1er avril. C'est le jour des blagues. Plus sérieusement, on voulait faire un épisode un peu plus court, réalisé en un peu moins de temps pour le 1er avril. Finalement, c'est pas le format qu'on a choisi. On a choisi plutôt de se concentrer sur un épisode classique, au format long, et qui sort au temps habituel. Mais c'était du coup sur ça qu'on était parti, un peu sur un épisode comédie, et finalement on est parti sur la Dupris, un peu comique, quand même. Ouais. Et donc on a choisi pour ça 2 films qui sont assez différents, mais qui nous ont bien fait marrer, que sont Le Dîner de cons. Tout à fait. Et Goodbye Lénine. Voilà. Alors j'imagine que vous avez vu au moins l'un des deux, si ce n'est les deux si vous avez fait des cours d'allemand. Oui. Très probablement. Mais donc, moi je vais commencer par présenter Le Dîner de cons. Alors un peu schématiquement, Le Dîner de cons, c'est un film réalisé par Francis Weber, tiré d'une pièce de théâtre qu'il a lui-même écrit. C'est un film qui est sorti en 1998 et c'est le 2e plus gros succès au box-office de cette année, après Titanic. Pour rappelons-le, Titanic, c'est toujours le premier succès au box-office du cinéma français. Titanic a fait 2 fois plus que Le Dîner de cons, mais quand même, c'est quand même une belle performance, quoi. Francis Weber, pour un peu le situer, c'est un artiste multicasquette qui est vraiment bien connu du cinéma français. Il a rencontré de nombreux succès avec des comédies qu'il a réalisées lui-même, comme La Chèvre ou Les Fugitifs, ou des comédies qu'il a scénarisées, comme Le Grand Blond avec une chaussure noire ou L'Emmerdeur, avec Jacques Brel. Donc, bon, j'imagine que Le Dîner de cons, vous en avez au moins entendu parler. Le film raconte l'histoire de Pierre Brochant, qui est incarné par Thierry Lhermitte, et qui invite François Pignon, qui est incarné par Jacques Villeray, à un dîner de cons. Le principe du dîner de cons... Chaque invité amène un con. Les cons ne savent pas bien sûr pourquoi on les a sélectionnés. Et le jeu consiste à les faire parler. Mais évidemment, rien de tout ça ne se passe comme c'est censé se passer. C'est le principe d'une comédie. Exactement. Et Goodbye Lénine, du coup, c'est quoi ce film, Michel ? Alors, Goodbye Lénine, donc qui veut dire Au revoir Lénine en français, c'est un film allemand qui est sorti en 2003. Il a été réalisé par Wolfgang Becker, dont c'est le 3e film, et où on suit les péripéties d'Alex, joué par Daniel Brühl, qui est un acteur allemand assez connu, qu'on a vu dans pas mal de films européens. Germano-espagnol d'ailleurs. Oui, parce tout à fait. qu'il parle un espagnol très très parfait, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre quand je l'ai vu. Oui, parce qu'il a grandi en Espagne, il me semble. Mais bon, en tout cas, donc ce personnage d'Alex cherche à cacher à sa mère, qui est tombée dans un coma de 8 mois, la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Donc tout ça, ça se passe donc à la fin des années 80, début 90, donc en 89, donc moment de la chute du mur de Berlin. Et donc sa mère était vraiment un petit peu la citoyenne idéale du régime de l'Est de l'Allemagne, donc de la RDA. Et lui, il cherche à cacher à sa mère que ce régime est tombé. Oui, et que ça y est, quoi. L'idéal socialiste, il est mort. Et exactement. Voilà, c'est la fin de ça, quoi. Exactement. Parce qu'il a peur qu'elle ne le supporte pas. Oui, il a peur qu'elle en meure, tout simplement. Et le film a reçu un très bon succès critique, quand même 93% sur Rotten Tomatoes, et il a reçu beaucoup de récompenses, aussi bien en Allemagne, en France, qu'aux États-Unis. Je crois qu'il a reçu un Golden Globes du meilleur film étranger. Et il est aussi très utilisé pour parler de l'Allemagne et de l'histoire récente allemande. Donc, quiconque fait de l'allemand au collège ou au lycée, comme Louis et moi, pourra le confirmer. Non, mais c'est clair. Je pense que, franchement, tous les élèves français qui ont fait des cours d'allemand dans leur vie ont vu ce film. Oui. Oui. Non, mais... On
on peut le garantir, quoi. Le garantir à au moins 98%. Ouais. Avant de passer à la suite, et au duel. On va juste vous faire un petit alerte divulgachage. Spoiler alert. Parce que, comme d'habitude, on va parler des films en long, en large et en travers. Notre but, c'est de nous intéresser à la thématique de la duperie dans ces deux films. Et pour ça, on va devoir explorer toutes les parties du film, tous les tenants et les aboutissants, y compris la fin. Donc si vous n'avez pas vu ces films, qui franchement sont vraiment sympas à regarder, moi j'étais surpris du Dîner de con que j'avais pas vu depuis longtemps, et que là je me suis vraiment payé une bonne tranche de rigolade. Oui. Ah non, moi aussi j'ai vraiment beaucoup ri en re-regardant le Dîner de con, et ce sont deux beaux films que je vous recommanderais dans tous les cas. Et je pense qu'ils peuvent se trouver assez facilement, que ce soit sur Internet ou même, je pense, des bibliothèques ou un peu partout. Et sinon, demandez à votre prof d'allemand. Ouais, voilà. Alors c'est parti. C'est parti. En quoi c'est des films de Duperie, Michel? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, en quoi ce sont des films de Duperie? Eh ben, tout simplement, déjà Je pense que l'intrigue de ces deux films déjà repose sur l'idée d'un mensonge. Alors dans le Dîner de con, le mensonge, c'est que François Pignon, donc le personnage du con dans le film, joué par Jacques Villeray, qui est d'ailleurs un génie du comique dans ce film. Ah ouais, c'est clair. Donc il se fait avoir, il pense qu'il est invité à un dîner assez sympathique de quelqu'un qui cherche à le connaître, alors qu'en fait... Bah même à promouvoir sa carrière. Oui. En fait, François Pignon, c'est un mec qui fait des bâtiments d'allumettes, donc une tour Eiffel en allumettes, des gares en allumettes, il fait que des trucs en plus un peu ennuyants. Non, je crois il a fait une cathédrale, à un moment il montre, il a un catalogue avec toutes ses créations en allumettes. Et il y a beaucoup de ponts, par exemple. Oui, c'est vrai. Non mais et l'autre, en fait, lui, il fait miroiter, qui est un éditeur, lui fait miroiter une publication sur son truc, et donc lui, il y va persuadé que ça va renouveler sa carrière, alors que bon. Ouais. Et donc, dans cette histoire, c'est l'idée qu'il s'intéresse aux allumettes, qu'il a en fait une sorte de fixation sur les allumettes, qui le caractérise comme con. Alors, combien d'allumettes? 2000 346 422. Et dans Goodbye Lénine, c'est un autre type de mensonge. Donc pas un mensonge pour nuire à quelqu'un, mais plutôt pour protéger une personne. Ouais. Donc la mère qui a vécu dans cet idéal socialiste et qui a élevé ses enfants dedans. On explique d'ailleurs qu'elle est particulièrement fragile. En fait, on raconte dès l'introduction du film qu'elle se fait quitter par son mari quand les enfants sont jeunes. Oui, tout à fait. Ils ont une dizaine d'années, et qu'elle s'est murée dans une espèce de mutisme pendant longtemps, qu'elle a mis du temps à s'en remettre, et qu'elle s'est plongée dans cette espèce de quête de l'idéal socialiste, à faire de la chorale avec les enfants, etc., pour dans l'espoir en fait que ça aille mieux. Et donc là, on montre qu'elle est particulièrement fragile au choc nerveux. Oui. D'ailleurs, la raison qu'elle est plongée dans le coma, c'est le fait simplement de voir son fils à une manifestation. Ouais, une manifestation pour la liberté de la presse. Ouais, qui tourne mal, mais c'est rien que le fait de le voir, en fait, la plonge dans un coma de plusieurs mois. Et donc, il se dit, si en fait, et par confirmation du médecin d'une certaine manière... C'est pourquoi il va falloir absolument lui éviter toute agitation, la moindre petite émotion. Vous comprenez, elle ne doit subir aucun choc émotionnel, monsieur Garner. Il y va de sa vie. Si elle apprend la chute du mur et la réunification de l'Allemagne, juste elle va mourir, et on n'est pas capable de gérer ça, on veut pas ça, et lui il veut protéger, et donc il choisit de mettre en place un univers parallèle à l'échelle d'un appartement. C'est ça. Qui se passe genre un an avant, mais avec de tels bouleversements qui sont produits dans cette année 89 que ça demande un travail colossal pour essayer de faire croire, et surtout tout est en mouvement. Donc c'est difficile il passe beaucoup de temps justement à essayer de cacher le mouvement et à faire en sorte que tout reste dans l'ordre, dans l'état dans lequel c'était. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de tension entre la volonté de rester dans un passé figé, un passé idéalisé, figé, et en même temps un peu rattraper les événements courants, parce que la mère, à partir du moment où elle est capable de quitter son lit,
elle se rend compte que les choses ont changé. Il y a un gros panneau Coca-Cola qui est installé sur l'immeuble d'en face. Coca-Cola, donc c'était vraiment une entreprise qui était présente dans l'ouest de l'Allemagne, mais pas à l'est. Aussi, elle regarde en bas, elle voit que les voitures, c'est plus du tout les mêmes, que les gens qui s'installent dans l'immeuble, c'est pas les mêmes. Et du coup, il se rend compte qu'il doit quand même un peu rattraper ce retard, mais il réécrit du coup toute l'histoire de telle sorte que ça puisse soulager et réconforter sa mère. Et je me demande même s'il cherche pas à se réconforter lui-même, parce que il a grandi en fait dans l'est de l'Allemagne, et je pense qu'au travers du film, tu te rends compte que lui, peut-être que ce qui lui déplaisait, c'était aussi une forme d'hypocrisie, que l'Est de l'Allemagne, l'idée c'était vraiment basé sur la communauté, le socialisme, donc où on partage les choses, où on pense aux citoyens peu à peu leur grade économique, entre guillemets, qu'en fait il y avait une forme d'hypocrisie, et lui il recrée un peu cette RDA idéalisée comme lui il aurait voulu la voir. Mais d'ailleurs, c'est un peu soutenu aussi par les autres personnages, notamment les voisins de l'immeuble, qu'il met au parfum pour pouvoir fêter par exemple l'anniversaire de sa mère, etc. Alex, c'est si agréable de bavarder avec ta mère. On a l'impression que tout est comme avant. Eux sont des personnes qui ont 50 ans, ils sont pas du tout dans la jeunesse, dans l'envie d'innover, de changer, etc. Et ils subissent ce changement plus qu'ils en bénéficient. En tout cas, ils sont traversés par ça. Alors, et ils sont pas du tout portés par ce changement-là, ils sont plutôt traversés. Et il y a, eux aussi, ça le réconforte. Et c'est exprimé, il y a un moment où c'est un peu idyllique d'ailleurs, cette recréation de la RDA, où tout le monde trouve que c'est un joli mensonge, en fait, qui fait du bien à tout le monde. Et puis lui, il se protège vachement aussi. En fait, c'est une entreprise qui est assez égoïste, parce que c'est pour lui qu'il fait ça, plus que pour sa mère. C'est parce qu'il veut pas que sa mère meure. Oui, parce qu'en fait, je disais au début, c'est pas un mensonge qui se fait au détriment d'une autre personne, mais en fait, c'est pas complètement juste. Parce que il fait ça pour protéger sa mère, mais en fait, ça se fait au détriment de toutes les autres personnes qui sont obligées de soutenir ce mensonge, notamment sa sœur, avec son copain. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a des scènes complètement hilarantes où son copain, il essaie de le faire passer pour je sais pas quoi. Oui, il lui fait répéter un texte pour dire qu'il est leader des pionniers, enfin, qu'il était un leader des jeunes pionniers de l'État, de la RDA. Enfin, c'est n'importe quoi, du parti, pardon. Et, mais oui, en effet, en fait, il sert des intentions assez égoïstes. Et du coup, tu vois, en regardant ces deux films, en me disant, on a choisi le thème de la duperie, Duperie/mensonge. Une question qu'on peut se poser en se regardant ces films, c'est: est-ce qu'il y a une bonne raison de mentir? Est-ce qu'il y a un bon mensonge, entre guillemets? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi non plus. Mais ça alors! Mais dis donc. Bah, ça pose la question, mais en fait, ouais, je sais pas. En même temps, en fait, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'ils servent leurs propres intérêts. Et dans le cas du dîner de con, par exemple, la résolution, elle se fait dans la vérité. Oui. Ça, je suis d'accord. Le dîner de con, c'est vraiment... On est dans le mensonge du début à la fin. Et d'ailleurs, ils passent leur temps aussi à essayer de duper tout le monde. Parce qu'il y a la duperie évidente de ce mec-là, Pierre Brochand, qui cherche à se foutre de la gueule de François Pignon, qui est fan de ses allumettes. Oui. Mais du coup, ça enchaîne plein de gags parce qu'en fait, ils peuvent pas aller au dîner. Ils se retrouvent coincés, seul à seul, dans l'appartement de Pierre Brochand. Oui, parce que Pierre Brochand, en fait, tombe accidentellement et se coince le dos. Il se fait un tour de rein. Et donc, du coup, ça amène à tout un ensemble de gags comiques. Et la femme de Pierre Brochand quitte, donc il essaie d'appeler son ex. Ouais. Avec... C'est une suite de quiproquos, en fait. Ouais. Qui sont assez drôles, mais en fait, tout le monde se retrouve puni dans la duperie et tout le monde est dupé dans ce truc. Tout le monde quasiment dupe et dupé. Et le seul, en fait, qui dupe mais de manière gentille, pour le coup, c'est François Pignon. Avec son personnage, qui le fait, mais par bienveillance, pour aider les autres. Et même si ça finit toujours de manière n'importe quoi et super mal, c'est toujours par gentillesse. Mais même lui est puni. Oui. Il est puni par la façon dont les gens se comportent avec lui, parce que Pierre Brochand, tu vois, même quand Pignon essaie
de son mieux de l'aider. Il se fait tout le temps remettre à sa place. Je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Mais je sais pas pourquoi je discute avec cet abruti, bordel de merde. Ouais, carrément. Mais alors tu vois, alors autant je suis d'accord qu'avec le dîner de con, il y a cette idée de le mensonge. Le mensonge peut jamais bien se terminer et la vérité finit tout le temps par ressortir et à casser le mensonge que tu avais essayé de créer. Je trouve que dans Goodbye Lenin, pour le coup, c'est plus subtil. Il y a un peu aussi cette idée que tu peux pas tenir un mensonge indéfiniment, mais en même temps... Non, mais franchement, le film se finit bien, y compris pour la Dupri. Oui. Et d'ailleurs, il trouve une espèce de résolution. Moi, je trouve ça assez joli ce moment-là où il trouve une espèce de résolution à la Dupri parce que ça peut plus tenir en fait au bout d'un moment. Non, mais c'est ça. Sa mère, elle sort. C'est l'image d'ailleurs tout le monde a vu, même qu'on n'a pas vu le film. Sa mère sort dans la rue et là, il y a la statue de Lénine qui est emportée par hélicoptère et qui lui fait comme un mouvement d'au revoir. Ouais. Bon, à un moment, ça peut plus tenir. Donc, il invente, lui, il bricole une espèce de truc qui explique la chute de la RDA, mais de manière heureuse pour la RDA. Ouais. Jolie fin, en fait. Pour aussi l'Allemagne de l'Est. Ce qui... Alors que ça s'est plutôt fait à la faveur de l'Allemagne de l'Ouest. Oui. La chute du mur et des Est allemands, mais pas de l'institution de l'Allemagne de l'Est. Non. Évidemment, je dis pas que la chute du mur, c'est une mauvaise idée. Hein. Quoi? Du révisionnisme dans Popcorn et Gredou? Non. Non, mais du coup, il donne une fin heureuse aussi pour les institutions de l'Allemagne de l'Est. Ouais. Comme quoi, c'était un choix éclairé et pour en gros le bien de l'humanité de faire ça. Et voulu aussi par l'Allemagne de l'Est. Et en fait, sa mère est déjà au courant au moment où il lui montre ça. Elle était mise au courant par son ex-mari. Mais et sa copine. Enfin, et la copine d'Alex. C'est vrai. L'infirmière. En tout cas, elle est déjà au courant. Et en fait, c'est une scène qui est jolie parce qu'il montre ça. Et en fait, tout le monde, lui, regarde le film. Et tout le monde le regarde lui, voir à quel point il est content, en fait. Ouais. Et content de son mensonge. Et en fait, ce qui devait se passer se passe. La mère finit par mourir. En fait, assez peu de temps après, elle le supporte pas. Ça et d'autres choses. Enfin, en tout cas, elle meurt dans la foulée. Et c'était ce mensonge, finalement, a été une belle parenthèse. Oui. Et c'est qu'en fait, lui, jusqu'à la fin du film, ne sait pas que sa mère était au courant. Et du coup, il se retrouve lui-même dupé, mais c'est qu'à la fin, lui qui avait mis tous ses efforts à créer ce mensonge pour protéger sa mère, en fait, c'est sa famille, voyant à quel point il était perturbé, qui a fini par le protéger avec un autre mensonge. Donc c'est assez joli. Mais c'est vrai que ce film-là pose moins la question du mensonge. Alors que dans le dîner de con, il y a un côté plus cynique aussi. De toute façon, tout le monde dupe, tout le monde est dupé. C'est ça. Personne s'en sort et tout le monde finit mal. Non, mais même le contrôleur des impôts, là, qui vient, non, mais la scène, n'importe quoi. Non, mais le pauvre cheval, quoi. Ouais, le pauvre cheval. En même temps, il est présenté comme un peu comme une saleté, quoi. En tout cas, un contrôleur très zélé. Bien zélé. Ouais. Vous avez été saisi récemment? Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs. Comme si on avait retiré des tableaux. Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable. Il arrive pour filer un coup de main à Pignon, et finalement, c'est tout ça pour se rendre compte que sa femme le trompe avec le type qu'il essaie de faire tomber depuis des mois. Donc c'est vraiment l'humiliation publique. Totale. Ouais. Ouais, non, c'est horrible. Et mais c'est intéressant parce que du coup, je trouve que malgré tout, dans le dîner de con, il y a un peu aussi un petit renversement de valeur, parce que le film montre vraiment les différences de classe entre les personnages. Oui. Et insiste beaucoup dessus, entre toute la clique des bourgeois, que sont Thierry Lhermitte, sa maîtresse, sa femme, l'ex-mari de sa femme, le mec qui est contrôlé par les impôts, bref, tous ces personnages-là. On montre qu'ils font du golf, qu'ils sont entre eux et qu'ils se moquent en fait des pauvres gens. Oui. Et des gens d'une autre classe sociale. Ouais. Et à l'inverse, on a le contrôleur des impôts, Cheval, et Jacques Villeray, son personnage, François Pignon, qui eux sont d'une classe sociale plus basse, moyenne. Qui sont fonctionnaires tous les deux, moyenne. Ouais. En tout cas, pas bourgeois. Non, clairement pas. Et là d'ailleurs c'est très stéréotypé. Enfin, ils regardent le foot. C'est ça. Ils font je sais pas quoi. Ils ont des petits plaisirs pour des petites envies. Enfin, il y a un truc assez dur aussi. Ouais. Mais
Mais du coup, il y a aussi un petit renversement de valeur, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que le milieu bourgeois est beaucoup plus trompeur et trompé et plus dur entre eux-mêmes. Alors que finalement, Pignon et Cheval, même s'ils se détestent sur l'équipe de foot, etc., bah, ils sont copains et en fait, ça marche bien, ils ont des petites voitures et il y a un peu un truc qui les rassemble. Ils finissent toujours par céder. Et d'ailleurs, pour souligner ce que tu viens de dire, sur l'idée que les classes bourgeoises et plus riches dans ce film sont montrées comme beaucoup plus cyniques et manipulatrices, tu as même le personnage du médecin qu'on voit au début du film. Donc après que Brochant se fasse son tour de rein, il y a un médecin qui vient l'ausculter vite fait et qui lui déconseille d'aller au dîner. Et donc Pierre Brochant explique qu'il devait aller à un dîner de cons. Et son médecin, avant de partir, dit « Ah bah vous savez quoi, moi, quand j'étais en école de médecine, on avait aussi des dîners de moches. » Quand j'étais étudiant, on faisait des dîners de moches. Il fallait inviter la fille la plus laide possible. Puis à la fin du dîner, on décernait une palme. Et donc, t'as un peu l'impression qu'il y a cette culture, en fait, du dénigrement des personnes qui considèrent comme plus défavorisées qu'eux. Et que c'est vraiment ancré, du coup, dès l'école, dès la jeunesse. Ouais, absolument. Alors que... Et c'est intéressant, et en plus, là, Dupri, il y a des petites choses. Alors, c'est tiré d'une pièce de théâtre, donc c'est aussi un côté très théâtral. Oh mon Dieu, oui. C'est hyper théâtral. Beaucoup plus que dans Goodbye Lénine. Mais il y a aussi tout le temps justement des petites confusions, des petites Dupri, et même entre eux, il y a des petites, je sais pas, des petites tromperies, ils confondent entre le médecin professeur Sorbier et Marlène, sa sœur. Oui. Il y a beaucoup de quiproquos sur les noms, avec Juste Leblanc. Ah bon, mais il a pas de prénom. Oui. Non, puis il se fait passer pour un Belge. Alors, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Il y a plein de petits niveaux de Dupri qui sont assez drôles à voir. Puis même, tu vois, le personnage c'est Madeleine, sa sœur. Marlène, sa sœur, donc qui est jouée par Catherine Fro. Donc c'est la maîtresse de Pierre Brochant, mais c'est jamais dit explicitement. Et elle essaie justement de trouver son rôle dans tout ça. Mais personne lui laisse une opportunité de vraiment être quelqu'un avec un rôle dans cette histoire. Donc elle est juste traitée de folle, elle est obligée de sortir de tout ça. Ouais. Et même, tu vois, en regardant ce film, derrière la comédie, et c'est assez courant en fait dans la comédie, je trouve que la comédie cache surtout beaucoup de drames. Beaucoup de drames familiaux. T'as François Pignon qui s'est fait quitter par sa femme qui est parti avec son meilleur ami. Pierre Brochant, il a trahi son meilleur ami. Il se fait quitter par sa femme. Marlène, sa sœur, elle est aussi hyper malheureuse. Elle est malheureuse, elle se fait maltraiter par tout le monde. Et comme tu disais tout à l'heure, on la renvoie chez elle. Enfin, en fait, elle a pas de place. On lui fait comprendre qu'elle a pas de place. Et ça la rend hyper triste. Ouais. Il y a la femme aussi qui est malheureuse, qui en fait vit pas bien, se trouve qu'elle est avec un connard et cherche à s'enfuir. Alors du coup, tu vois, la femme, je me disais, alors elle aussi à un moment, elle joue un peu de la Dupri parce que il y a François Pignon qui pense qu'elle est la maîtresse, donc la scène est à la fois tragicomique. Non mais c'est horrible parce que tout du coup l'intrigue commence à se tourner autour de la femme qui s'en va. Ouais. Et en fait, elle revient, sauf que François Pignon pense que c'est la maîtresse. Et donc là, commence à lui dire ah non, mais il faut pas rentrer. Je sais que vous êtes sa maîtresse, mais enfin, il fait tout un embrouillage. Et là, genre ok. Et en fait, et c'est lui qui vous a dit ça? Ouais. Et on voit elle comprend que c'est la maîtresse, quoi. Enfin, qu'il a une maîtresse et elle n'était pas au courant. Ouais, qu'elle est cocu. Ouais. Et que d'ailleurs la femme, je trouvais que c'était un petit peu avec peut-être Marlène, sa sœur, c'est un petit peu la part d'humanité dans cette pièce, dans ce film, et qui du coup, elle, dès le début du film, elle dit « Je peux pas supporter d'aller à ce dîner de cons, je trouve que c'est cruel, je peux pas rester », et c'est cette part d'humanité que Pierre Brochant abandonne, en fait. Elle est obligée de partir, et pendant la plupart du film, tu la vois pas. Elle est pas à l'écran, mais elle reste tout le temps le sujet de discussion et le sujet de
C'est intéressant. Ouais, donc c'est un peu comme ça que je l'ai vu. En tout cas pour le personnage de la femme. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça, et c'est vrai que, en plus, c'est le personnage qui est extérieur pour le coup, au mensonge. Même si on en est l'objet. Oui. C'est à propos d'elle qu'on ment, et c'est à elle qu'on raconte des mensonges. Elle est extérieure. Ces mensonges-là, elle y prend pas part, et ouais, c'est vraiment intéressant ce côté de la part d'humanité. Ouais. Et même à la fin, François Pignon lui ment pour essayer de la ramener à Pierre Brochand, et ça se retermine mal. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment le gag final. Ouais, c'est ça. Qui est assez rigolo, quoi. Qui juste termine le truc, pour pas finir sur une note plus mélodramatique, mais pour finir sur un truc un peu pop, c'est comédie française. Ouais. Voilà. Alors, en parlant de comédie française, moi, en regardant ce film, j'ai beaucoup ri, hein, mais je me suis dit, c'est un humour quand même très français. Je pense aussi qu'il a un peu vieilli sur certaines choses, de la façon dont on se moque des gens, mais on est quand même des gros enfoirés, quoi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, si tu prends un peu de recul, François Pignon, son seul défaut, c'est d'être passionné d'allumettes. Mais en plus, il fait des créations. Enfin, moi, je serais pas capable de créer des ponts en allumettes. Il est juste un peu obsédé de ça. Et en fait, même s'il est un peu la victime dans ce film, on se moque aussi beaucoup de lui. Oui, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs, c'est marrant, il y a un militant un militant autiste pour les droits pour des personnes en situation de handicap, qui a parlé de ce film en le qualifiant de film handicapophobe. Ouais. En tout cas, parce que justement, il dit que François Pignon peut révéler des caractéristiques qui peuvent être celles de certaines formes de l'autisme, et que être le sujet de moquerie, du coup, ça ne fait que renforcer les stéréotypes existants déjà sur les personnes autistes. Et que, effectivement, c'est un film qui est moqueur et méchant, en fait. Ouais. C'est un film qui est assez méchant. Enfin, comme tu dis, quand on est des gros enfoirés, c'est ça. C'est que on se moque de tout le monde, tout le temps, mais quand même particulièrement de ce François Pignon, qui a juste le malheur d'être maladroit, un peu mal dégourdi. Oui, et d'être le personnage d'une pièce de théâtre, quoi. Et que du coup, il lui arrive tous les pires trucs qui peuvent arriver à ce genre de personnage. Ouais. Et même si il y a Pierre Brochand, moi je voyais aussi un truc où genre c'est un peu la punition pour Pierre Brochand, tu vois, qui a essayé de duper donc le con. C'est une espèce de punition, on va dire, divine. Et d'ailleurs même Pierre Brochand dit: tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons à travers les âges et dans le monde entier. Voilà. Mais malgré tout, à la fin de la journée, il est quand même considéré comme un con. Ouais. Oui, et d'ailleurs, le gag final aussi, en tout cas, sort pas de cette idée-là. Ouais. Parce que, justement, à la fin du film, il a une espèce de moment où il dit: attendez, vous dites que je suis un con? Bah, vous allez voir, moi, je vais vous rendre votre femme. Ouais. Et il appelle, il a le coup de fil où la femme, elle est prête à venir. Et en fait, ça se termine quand même sur un gag où lui fait une énième bourde, et comme si ça le débordait, quoi, en fait. Ouais. Et que même s'il essaye d'être humain, et c'est là où je trouve qu'il y a aussi un rapport un peu classiste, quoi, oui. de différence, de lutte des classes à cet endroit-là, où il y a une gentille moquerie quand même des personnes qui sont pas bourgeoises. Totalement. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais bon, donc François Pignon et son collègue Cheval, ils travaillent tous les deux pour les impôts, donc ce sont des fonctionnaires, donc des gens voilà de classe moyenne. Et le court passage que tu vois donc dans la direction des impôts, t'as l'impression que c'est un peu le royaume des demeurés. Ouais. Oui. Bon, je connais des gens dans ma famille qui travaillent aux impôts. Et ce ne sont pas des demeurés. Ce ne sont pas des demeurés. J'ai moi-même fait des jobs d'été aux impôts. Je ne me considère pas comme un demeuré. J'ai rencontré des demeurés, mais comme dans tout autre travail. Non, mais c'est vrai. Mais malgré tout, il y a quand même une petite bienveillance. Je trouve que si on met de côté le fait que le film se moque tout le temps, que c'est un film méchant. Ouais. Je trouve que le film est plus bienveillant envers les personnages de François Pignon et de Cheval, oui, qu'envers les personnages bourgeois. Oui. Qui sont juste des tricheurs, des menteurs, des voleurs, qui doivent leur bourgeoisie à leur duperie, à leur mensonge, à leur tromperie. Ils cachent les tableaux de valeur, ils se planquent aux impôts, et en fait, on nous fait comprendre que c'est aussi pour ça que ces gens-là sont riches, et que sinon, ils le seraient beaucoup moins.
Oui. Et que les processus de rééquilibration par l'impôt, ils marcheraient plus. Et je trouve que le film le montre ça aussi quand même. Non mais l'appartement de Pierre Brochand, bon. Qui donne sur la Tour Eiffel. Non mais qui donne sur... Alors aussi, je t'en parlais l'autre soir, je disais, il y a une fascination dans le cinéma français pour les éditeurs. Les éditions Pierre Brochand, je voudrais parler à Monsieur Pignon, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si vous connaissez beaucoup d'éditeurs dans votre vie. Moi, j'en connais, mais c'est pas... y a des éditeurs à succès qui font beaucoup d'argent, il y en a vraiment très peu. La plupart sont des gens c'est un métier plutôt de passion et un très beau métier. Et j'encourage tous les éditeurs qui nous écoutent. Mais mais franchement, il y a quoi? Il y a 10 000 éditeurs en France. Non, mais cassé, quoi. Non, mais c'est ça. Et du coup, t'as tout le temps l'impression que c'est un peu je sais pas si parce que du coup, peut-être qu'ils sont souvent en contact avec des éditeurs, les scénaristes, mais t'as l'impression que tout le monde est éditeur et qu'ils se font un max de blé, alors que je pense que c'est tellement une ultra minorité. Non, mais c'est une super niche, quoi. Mais c'est marrant, c'est comme on a vu comme ça ce film La vie domestique aussi, et c'est vrai que dedans, mais il y a 3 jours là, et dedans aussi il y a un éditeur. Et on parle de maison d'édition, et il y a une espèce de fascination pour l'édition. C'est le personnage d'Emmanuel DeVos qui, pour elle, la consécration, c'est qu'elle puisse rentrer dans cette maison d'édition. Ouais, c'est marrant. Mais bon, petite parenthèse à part. Bonne chance à tous les éditeurs out there. Ouais, on vous aime. On vous aime, on croit en vous. Continuez à éditer beaucoup de beaux livres. Non. Mais du coup, tu vois, l'appartement de Pierre Brochand, déjà, tu te vois dans un décor de théâtre, même presque un décor de théâtre vaudevillien. Oui. Où il y a des portes partout, il y a une grande pièce et des portes partout. T'as un escalier, enfin bref. Et le truc, c'est l'Uber bourgeoisie. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est l'appartement qui donne sur la Tour Eiffel. C'est ultra bling bling. Plein de tableaux, de machins. Mais on montre aussi que du coup, c'est aussi faux, ça. Ouais. La scène où t'as l'inspecteur des impôts qui arrive, il planque tout. Parce qu'en fait, tout est faux. Et dit même, non, ça c'est pas un original, c'est une reproduction. Non, mais ça, en fait, tout est faux. Ouais. Donc, du coup, faut tout planquer. Ouais. On a le droit d'avoir des œuvres d'art chez soi, mais évidemment pas des faux. Et du coup, tout, ça se voit que tout ça, c'est du faire-valoir, quoi. Ouais. Et ce qui est aussi, d'ailleurs, je pense, le rôle du dîner de con, c'est d'avoir des faire-valoir. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est encore une fois, je pense cette idée que quand tes biens matériels, tu sais, tu peux même plus te distinguer, t'as tellement de biens matériels, t'es dans un environnement où tout le monde est tellement tout le monde a plein de fric, de toute façon, tu vis au centre de Paris, tu vas dans les mêmes restos, il y a pas de problème pour payer rien, etc. C'est ça. La façon de se distinguer qu'ils ont trouvé, c'est de trouver le mec le plus minable à leurs yeux pour s'en moquer. Je sais pas ce qu'a pensé Pierre Bourdieu de ce film. Mais il a peut-être raconté des choses à propos de la distinction. Là où, alors, dans Goodbye Lenin, je pense que il y a pas la même thématique classiste, mais il y a quand même ce rapport entre l'Est et l'Ouest, parce que en fait l'Est s'est plus ou moins fait absorber par l'Ouest plutôt que l'inverse. Et aussi les injustices auxquelles les gens de l'Est ont dû faire face au moment de cette absorption. Et dans le film, on le voit notamment au moment où ils essaient de faire changer l'argent de la RDA en argent des Deutschmark de RDA, en Deutschmark allemand. Et en fait, c'était la mère qui avait caché tout l'argent et elle s'en souvenait plus, surtout après son coma. Et ils ont retrouvé l'argent du coup, genre 48 heures après la date limite pour pouvoir faire changer tout cet argent, les économies d'une vie en fait, en Deutschmark. Et là, ils sont confrontés au capitalisme froid, de genre non, c'est passé, on n'en a rien à foutre, on vous changera pas votre argent. Le délai est dépassé. C'est toi qui es dépassé, pauvre abruti. Il s'agit de 30 000 marks. Ça a été notre argent à l'Est pendant 40 ans.
Et il y a un connard de l'Ouest qui vient me dire qu'il est plus valable. De petites choses comme ça, même le fait de s'apercevoir au moment où il cherche un appartement autre pour lui et sa copine, du coup le personnage d'Alex et Lara, où il cherche un appart et du coup il tombe sur l'appartement d'un grand ponte qui s'est barré avant la chute du mur et qui a un appartement immense. C'est ça. Mais qui du coup vivait à l'Est, mais dans des conditions luxueuses comparées au reste de la population. Tout à fait. Et qui, à la première occasion, s'est barré tout de suite à l'Ouest. C'est barré direct. Et ouais, et ça c'est intéressant. Et on voit d'ailleurs aussi la transformation. Et je trouve que on voit aussi à quel point ça a été un bouleversement important. En fait, il se passe 8 mois dans le film. Le film se passe sur moins d'1 an. Et la vie des gens d'Amérique de l'Ouest d'Amérique de l'Est a énormément changé. Non, surtout à Berlin, parce que en plus il y avait une poche occidentale dans Berlin. C'est ça. Et à quel point ça a complètement transformé tout, quoi. Non, mais je veux dire, je pense que pour nous-mêmes, on l'a pas vécu, mais pour des personnes qui l'ont pas vécu, c'est difficilement imaginable. Ouais. C'est genre, t'as vécu dans une bulle, dans un monde, et tout à coup, tout se transforme et tu rentres dans un autre monde. Tout transforme. C'est comme passer, comme si le pays dans lequel tu vivais devenait un pays étranger. Ouais, c'est ça. Et tu vois aussi, tu sais, le personnage du voisin. Un moment, t'as le personnage d'Alex, donc qui fait les poubelles pour essayer de retrouver des trucs pour pouvoir remeubler l'appartement, faire croire qu'il était tout le temps dans la RDA. Et t'as le vieux voisin, qui est lui super nostalgique, qui est très triste en fait de la réunification et qui dit, voilà à quoi on est tous ramenés à faire les poubelles. Dire qu'on en est réduit à ça. Ça nous a amené à faire les poubelles. C'est cette réunification allemande, même si ça, encore une fois, ça a amené beaucoup de bonnes choses. Ça a été aussi un épisode très douloureux pour beaucoup de personnes. Qui ont perdu beaucoup de choses, qui sont aussi habitués, malgré tout, l'Allemagne de la RDA avait aussi ses côtés où tout le monde avait un toit, un peu de nourriture. Il y avait un truc aussi très dans l'espèce d'idéal égalitariste. Ça existait et il y a des gens qui du coup se retrouvaient sans rien. À d'autres niveaux, on peut comparer ça pour le coup à la chute de l'Union soviétique ou en Russie. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui se sont énormément appauvris à la chute de l'Union soviétique et au retour de la Russie, alors qu'on promettait d'autres choses, quoi. Et les gens se sont plutôt appauvris et une minorité énormément enrichie par rapport à l'Union soviétique. Ça, c'est clair. Oui. Et même, tu vois qu'Alex, finalement, ça marche bien pour lui. Il se retrouve un boulot, mais qu'il y a cette espèce de loterie pour mettre des gens de l'Ouest et l'Est ensemble et que tout le monde n'a pas été réembauché directement. C'est... Et en même temps, il y a aussi plein de choses nouvelles qui débarquent et qui sont chouettes. On les voit aller dans des clubs. Qui ont l'air trop cool, qui ont l'air complètement fou. N'importe quoi. Mais du coup, super bien. Non, et on sent aussi que c'est une période de grande libération intellectuelle, pour le coup. Oui. Où là, le carcan intellectuel, il s'est complètement ouvert et tout semblait possible à ce moment-là. Et ouais, c'est assez fou, quoi. Ouais. Mais tu vois, en regardant ce film, alors, moi j'ai vécu à Berlin il y a quelques années. Au début des années 2000. Ouais, au début des années 2000, pendant 3 ans, avec ma famille. Et je me souviens que quand j'y étais, il y avait encore cette séparation symbolique entre Berlin de l'Ouest et Berlin de l'Est. Et aussi, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais où même les Allemands, entre eux, ils disaient « Ah, ça c'est un mec de l'Est, ça c'est un mec de l'Ouest », et qu'il y avait des différences dans la façon dont ils s'abordaient les uns les autres. Et du coup, j'ai un peu retrouvé ça en voyant ce film aussi, de cette réunification qui a pas été sans remous. Ouais. Ah de toute façon, c'est clair. C'est très présent dans la société allemande. Mais c'est intéressant du coup parce que la Dupri, elle cherche aussi. Je trouve que effectivement le film est beaucoup plus indulgent avec le mensonge. Et puis aussi un peu un côté Amélie Poulain. Totalement. Bon, aussi la musique est de Yann Tiersen, donc forcément donc le même compositeur qu'Amélie Poulain. La connexion est facile à faire, mais
Mais il y a ce côté-là aussi où de toute façon tout est beau et magique et du coup le mensonge fait partie de la magie en fait. Tout à fait. Alors, je dirais quand même que il y a un questionnement sur le mensonge éthique d'Alex. Tu vois quand même petit à petit que tous ses proches, sa sœur, sa copine, le mec de sa sœur, ils finissent tous par en faire les frais. Même, il se fait un pote dans son nouveau boulot qui est passionné de cinéma et donc qui l'aide à créer des faux bulletins télévisés qui passent ensuite en vidéo à sa mère pour lui faire croire qu'elle regarde toujours la télévision de l'Allemagne de l'Est. Et en fait, Alex, il devient tellement obsédé par son mensonge qu'il en finit par complètement mettre de côté ses relations avec les autres. Non, puis je veux dire, et il se lance dans des espèces de quêtes du Graal, mais complètement ridicules. Genre la quête du cornichon. Donc sa mère lui demande s'il peut aller lui acheter ses cornichons préférés d'Allemagne de l'Est. Les cornichons Spreewald. Et du coup, lui, il peut plus retrouver ses cornichons, mais tout ce qu'il recherche absolument, c'est retrouver le même bocal pour pouvoir mettre d'autres cornichons dedans, pour faire croire à sa mère qu'elle mange les mêmes cornichons. Et il va faire ça au détriment de ses autres relations. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que le moment où il se dit que le mensonge doit s'arrêter, c'est le moment où il retrouve son père. Ouais. Et où il s'aperçoit qu'en fait, lui est victime d'une duperie depuis son enfance. Oui. Oui. D'ailleurs, je m'étais dit, en fait, la personne qui a maintenu la duperie le plus longtemps, c'est sa mère. Exactement. Parce qu'en fait, sa mère fait croire qu'elle s'est fait plaquette par son mari, qu'elle a pas eu de nouvelles. Et en fait, non. Lui s'était barré à l'ouest. Et le père, donc, du personnage principal d'Alex, et le mari de la mère, s'était barré à l'ouest et avait envoyé, en fait, plein de lettres pour essayer de faire en sorte que la mère vienne. Elle l'a pas fait. Votre père n'est pas parti à l'ouest avec une autre femme. Je vous ai menti. Et qu'il ne se soit plus jamais manifesté, c'était faux aussi. Elle a eu peur. Elle a eu peur qu'en fait, ça aurait été trop compliqué d'avoir des visas. Et peut-être parce qu'elle, toute sa vie, était là et elle avait peur de se faire arrêter, peut-être de se faire séparer de ses enfants. Mais donc, elle le fait pas. Elle a fait croire que le mari s'était barré et il voulait pas avoir ses enfants. Et en fait, lui, il les a attendus longtemps. Et Alex le retrouve un peu par hasard, par un jeu, de cinéma, quoi. Le retrouve et il y va, il s'aperçoit qu'il a fait une nouvelle vie. Donc au début, il pense effectivement que ça confirme le fait qu'il s'était barré pour construire une nouvelle vie, etc. Et en fait, il s'aperçoit que leur père les avait attendus pendant longtemps, pendant plusieurs années, et que sans réponse, il est fini par changer de vie, quoi, au bout d'un moment. Et que lui, victime de cette si grosse duperie dont il a souffert, en fait tellement, et il a souffert aussi en voyant sa mère souffrir. Et c'est aussi là où il décide de mettre fin à la duperie. À la grande duperie de la RDA. Ouais. Mais il met fin à cette duperie en créant une autre mini duperie juste pour recoller les morceaux, de dire en fait l'Allemagne va se réunir et... C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir les frontières de la RDA au monde entier. Dès la première heure de l'ouverture du mur, des milliers de citoyens d'Allemagne de l'Ouest ont voulu rendre une petite visite impromptue à notre République démocratique. Beaucoup d'entre eux veulent rester, car ils ne supportent plus la dure loi de survie édictée par le système capitaliste. Mais je trouve que ce film aussi, il essaye un peu, c'est un peu ce qui m'a fait aussi à Mes Poulains, c'est ce côté où on cache la rudesse de la vie par justement l'édulcore en fait. Ouais. Même si là, pour le coup, c'est un gros mensonge, on édulcore le fait que ce soit si dur, si changeant, si transformant, si difficile d'être impacté par ça. Ton père s'en va, tu as tous ces fonds, ta vie elle est complètement bouleversée, le travail change tout le temps, faut s'adapter tout le temps, etc. Et tu peux en fait te recréer des cocons un peu magiques, quoi. Mais là, tu vois, je sais pas si c'est la discussion, mais en parlant de tout ça, je suis en train de me dire,
En fait, ces deux films, tu vois, la duperie, le mensonge est quand même vraiment au cœur. C'est une thématique qui traverse ces deux films. Et en fait, j'ai l'impression que dans ces deux films, t'es tout le temps dupé par quelqu'un d'autre et un peu est-ce que notre réalité n'est pas le mensonge créé par quelqu'un d'autre à notre insu? Et du coup que tu es genre à la Matrix ou bah, un peu à la Matrix, mais bon, pas aussi loin, mais juste pour te dire que tu peux plutôt une espèce d'avertissement, te dire tu peux tout le temps être le dindon de la farce de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Même sans que tu t'en rendes compte. C'est vrai qu'il y a un peu un côté, pour le coup, Caverne de Platon là-dedans. Ouais. De finalement, ce que tu vois, ça semble réel, mais en fait, peut-être que c'est qu'une projection, et peut-être une projection dans laquelle quelqu'un, du coup, a un impact là-dedans. Ouais. Et du coup, est-ce que tu préférerais savoir la vérité, quitte à ce que ta réalité entière s'effondre, ou rester dans cette illusion un peu magique à la Amélie Poulain, comme tu dis, de Goodbye Lénine. Mais d'ailleurs, la révélation tue la mère. Oui. Enfin, c'est pas spécifiquement la révélation qui tue la mère, mais en tout cas, à la suite de la révélation, elle meurt. Ouais. Peu de temps après. Et tu vois, et du coup, je trouve que Goodbye Lénine, ça penche presque plus du côté du genre, en fait, ils ont un peu eu raison de mentir. Ouais, tout à fait. Là où, effectivement, le dîner de con est beaucoup, beaucoup plus sévère sur cette thématique-là. Ouais. Mais d'ailleurs, je saute du coq à l'âne. Le dîner de con, donc Francis Weber, apparemment, il s'est inspiré de trucs qui existaient vraiment. Ouais. Apparemment, il y a vraiment eu il y a eu des dîners de cons, notamment dans des grands restaurants parisiens, dans le milieu, notamment du cinéma français. Ouais. Avec pas mal d'anecdotes à ce sujet. Bon, et puis lui, c'est aussi Francis Weber, c'est un mec qui avait émigré aux États-Unis, et qui est revenu en France par le dîner de cons, par la pièce de théâtre d'abord, et et c'était aussi une espèce de rédemption, de comédie facile, mais il s'est inspiré effectivement de ce truc-là qui lui semblait complètement improbable et de moments un peu hallucinants dans sa vie aussi, où il se retrouvait avec des gens qui l'ont complètement bassiné, avec des sujets qui, lui, ne l'intéressaient pas. Oui, et c'est intéressant parce que, autant dans le dîner de cons, c'est inspiré justement d'un fait divers qui est hyper cynique, qui est donc de vrais dîners de cons qui ont existé. Ouais. Autant Goodbye Lénine, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Oui. Mais notamment pour des faits qui sont plus proches de ça, d'un Polonais. Ouais. Qui est tombé dans le coma en 88 et qui s'est réveillé du coup 15 ans plus tard ou un truc comme ça, et qui du coup a mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qui s'était passé parce que le monde avait tellement changé, et surtout c'est quelqu'un qui s'était endormi quand tombé dans le coma dans l'Allemagne de l'Est, donc dans un moment où ça semblait très stable, quoi. La Pologne. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est toi qui me parlais de ça tout à l'heure, mais dans l'histoire de l'URSS, où Lénine a été dupé sur les dernières années de sa vie par Staline, qui lui a inventé une espèce de fausse Union soviétique qui était toute naissante à ce moment-là encore. Pour protéger sa santé. Officiellement. Oui, officiellement. Mais en tout cas, c'était dans les dernières années de Lénine, où il avait une santé très fragile, où il avait fait un AVC, il allait pas bien du tout, et où Staline, en fait, a essayé de limiter les informations qui lui parvenaient, les informations sur l'actualité, parce qu'il y avait des choses qui se passaient pas bien. Et du coup, il lui présentait une version un peu idéalisée de ce qui s'était passé. Et apparemment, même à un moment, l'épouse de Lénine avait envoyé des informations et il a appelé... en fait, c'était très compliqué parce que Staline utilisait ça pour contrôler Lénine. Ouais. Dans les années de sa vie, Lénine, qui est quand même le premier dirigeant de l'Union soviétique, qui a posé des bases aussi de ce qui est devenu après l'Union soviétique plus dictatoriale, et après une guerre vraiment sanglante, et compliquée à mener, quand même, quoi. Et donc, Lénine avait vraiment une aura hyper importante dans l'Union soviétique, qui est encore toute jeune à ce moment-là. Lénine est mort, l'Union soviétique avait 7 ans, quoi. 5-6 ans. Enfin, 6-7 ans. C'est vraiment super jeune. Et Staline a utilisé ça pour contrôler Lénine, et donc aurait aussi s'est arrangé avec des médecins pour que les médecins racontent qu'il fallait qu'il soit protégé au maximum des informations. Et Lénine, en fait, utilisait sa femme
pour passer les informations de l'autre côté et pour qu'elle ramène les informations. Et quand Staline a appris ça, ça l'a rendu complètement fou furieux. Où il a et du coup, il a insulté. Mais oui, donc après ça, je sais pas si ça a directement inspiré Goodbye Lenin. Enfin, nous, on a vu dans nos recherches que ça avait potentiellement inspiré. On n'a pas vu le lien direct. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est une histoire qui ressemble assez et qui, oui, témoigne aussi de. C'est pas la même histoire. C'est une histoire qui est moins cynique pour le coup, même si évidemment l'histoire de Lénine et Staline, de toute façon, c'est la vie politique, hein, pour n'importe qui a fait l'histoire, c'est que c'est rarement très gai. Mais c'est pas aussi cynique que l'histoire du dîner de cons où Francis Weber a entendu parler de ça. S'est dit, c'est un truc qui est tellement cynique, je peux faire une comédie de fou là-dessus, et a fait sa comédie vraiment de manière un peu méchante, quoi. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de nuire à quelqu'un, ou de rire vraiment aux dépens de quelqu'un. Mais là, tu vois, je repense aussi à un autre film qui m'a fait penser à Goodbye Lenin. C'est The Farewell en anglais, ou je crois L'Adieu. 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 Et c'est un film que je vous recommande à tous, y compris à toi, Louis, sur une famille américano-chinoise où la grand-mère en Chine a une maladie mortelle, je pense un cancer du poumon, et où sa famille décide de lui mentir en lui disant qu'elle va bien et qu'elle a encore de longues années devant elle. Mais comme ils savent qu'elle est censée mourir bientôt, ils invitent quand même la partie de la famille qui vit aux États-Unis pour dire un dernier au revoir à la grand-mère. Et à la base, ils s'arrangent pour que la petite fille, qui est la plus américanisée, ne vienne pas, mais elle s'arrange quand même pour venir. Et elle a plus grandi donc aux États-Unis dans un contexte de genre on est sincères les uns avec les autres, un peu d'individualisme. Et il y a ce choc culturel qui se fait face à la Chine où on dit c'est la famille d'abord avant l'individu, et pour le bien de la famille, il faut préserver la famille. Donc on ment. C'est ça, donc on ment. C'est pas contre mamie, on veut la garder heureuse, mais pour le bien de la famille, il faut qu'on mente. Et c'est un peu ce choc culturel et c'est vachement intéressant, c'est assez touchant. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et je vous le conseille vivement. Ok, super. C'est donc ta recommandation pour cet épisode ? C'est ma petite recommandation pour cet épisode de Farewell, l'adieu. Très bien. Moi, je sais pas trop quoi recommander pour cet épisode. De choses qui m'ont vraiment fait penser à la Dupri. Parce que c'est pas si simple que ça. Mais du coup, puisque t'en as parlé, que tu l'as mentionné, peut-être Matrix. Parce que je trouve que ça reprend quand même ce concept-là aussi de est-ce que on peut mentir pour le bien ? Et donc là, en l'occurrence, le mensonge, il est très maléfique parce que c'est par des robots pour se nourrir d'êtres humains. Mais du coup, il y a une simulation qui est tellement proche qu'on peut s'y croire, quoi. Oui. Il y a un truc qui là relève vraiment de la caverne de Platon pour le coup, mais puis la réalité derrière est tellement dure, où en fait tu risques ta vie à chaque instant. Mais du coup, ça peut donner du grain à moudre aussi sur tromper. Et est-ce que ça vaut le coup en fait de savoir la vérité, ou est-ce qu'il vaut mieux vivre dans ce monde ? C'est notamment des personnages de Matrix 1 qui dit mais moi je trouve que ce steak il est bien saignant, et donc j'ai très envie de manger ce steak, et pas du tout de vivre dans un monde où j'ai plus accès à du steak, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc je trahis ma cause humaine en l'occurrence, mais c'est intéressant. Non mais on a bien là quand j'y repense, en écoutant notre conversation, parce qu'à la base comme l'a dit Louis, on voulait faire un mini épisode sur ces deux films. Et en fait, le thème nous emmène quand même vers des discussions plus philosophiques, plus profondes, voire pas si drôles que ça. Donc, mais c'est intéressant. On est très content de vous offrir ce 5e épisode de Popcorn Rigolo. Oui, déjà 5 épisodes, c'est fou. Et on espère que vous en profiterez bien. On vous embrasse bien fort. On vous fait des gros bisous. Et on vous recommande fort chaleureusement de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée. 5 étoiles ou plus. Unsere Heimat
ist das Gras auf der Wiese.